Hello, everybody. My clock says it's 3 p.m., so I think we can start this webinar for language. Bonjour à tous, je pense qu'on peut commencer cet atelier sur ceux qui veulent soumettre une proposition de projet pour le programme du CELV. Juste pour vérifier, est-ce que ça marche avec le son? On m'entend bien? Très bien. Merveilleux. Voilà, donc, soyez les bienvenus au nom de la directrice du CELV, Sarah Breslin, qui est à Strasbourg, mais elle est avec nous. Merci au nom de toute l'équipe du CELV qui nous prête son soutien. Moi, je m'appelle Susanna Slevensky, je suis la directrice adjointe du CELV. Je serai donc l'organisatrice et présentatrice. Un grand merci également à nos consultants du CELV et aux coordinateurs et coordinatrices du CELV qui sont avec nous, expériences avec le CELV et pour parler de recommandations pour les futurs rédacteurs de propositions. Mais avant d'entamer cette approche, juste quelques commentaires techniques. Il y a de l'interprétation simultanée. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, et vous pouvez choisir la langue. Ici en bas, vous pouvez changer de langue, anglais ou français. Et vous êtes prêt de débrancher vos microphones et de vous servir de la main emoji si vous voulez parler. Et utiliser la fonction chat, la boîte de dialogue également. Et ma collègue Catherine Sevald essaiera de vous répondre à vos questions ou commentaires. Maintenant, nous pensons tous que vous venez à cet atelier avec une idée à laquelle vous pensez peut-être déjà avec un sujet concret pour un projet, pour un certain groupe cible, ou vous envisagez peut-être un approfondissement par rapport au thème offert par le CELV. Peut-être également pour puiser dans les expériences d'autres collègues qui ont déjà travaillé avec le CELV. Eux, ils sauront que c'est toujours un tremplin pour de futures activités avec le CELV, par exemple en tant que participant à un atelier. Dans tous les cas, soyez que pour soumettre une proposition de projet, vous devez travailler dans un État membre du CELV. Mais n'importe quel est votre point de départ, on est venu ici pour vous expliquer en détail de quoi il s'agit dans cet appel à proposition. Et on parlera des étapes internes au projet, étapes à entamer pour développer une proposition de projet réussie. Ce webinaire, donc, se veut encourager et accroître votre motivation, mais il se veut également une approche réaliste, information de tout près pour savoir comment on peut devenir coordinateur de projet du CELV. Ici, je vous montre notre ordre du jour pour ces 2 heures. Et pour cela, je vous montre mon écran. Le voici. Voici donc ma présentation. Ça marche très bien, super. Donc ici, le programme du webinaire. Tout d'abord, cet aperçu donc, de l'appel. Après, je passerai la parole à Marisa Cavalli, consultante du CELV. Voilà le début de la présentation. Marisa Cavalli, elle parlera des caractéristiques principales d'un projet pendant toute la vie d'un tel projet. Après cela, on aura une coordinatrice actuelle du CELV, Maria Stathopoulos de la Grèce. Elle parlera de son expérience. Elle nous dira pourquoi elle pense que c'est très, très utile de soumettre un projet au CELV. Elle parlera également des éléments de réussite. Après cela, on aura David Newby, notre deuxième consultant du CELV. Et David, lui, il parlera de la réussite d'une proposition de projet.
Là, on aura donc un peu plus de détails par rapport au développement d'une proposition de projet. Ensuite, on passera la parole à mon collègue Michael Armstrong qui nous parlera de la préparation du travail en groupe. On aura ceci pendant la seconde moitié de ce webinaire. Il y aura une pause d'une dizaine de minutes. Après quoi, on aura environ 3/4 d'heure en groupe et on aura 4 groupes avec des animateurs de groupe et avec un invité ou des invités spéciaux. On a 4 coordinateurs qui fourniront de l'expérience de première main par rapport au travail avec le CELV. Après, retour en plénière pour un retour d'information et pour des perspectives pour l'avenir. Ceci pour la seconde moitié de l'année où on se penchera sur l'évaluation des propositions qui nous parviennent. Voilà notre ordre du jour. Et tout d'abord, je voudrais souligner également que la première série de présentations sera enregistrée et ça sera disponible également au site Internet après le webinaire. Voilà, au début donc, juste très brièvement, une vue d'ensemble du cadre donc du Conseil de l'Europe et également de l'éducation aux langues. Ici, à gauche, on voit le logo éducation à la démocratie. Tel est le logo du département de l'éducation. 4 paroles uniquement, mais ça, c'est vraiment la quintessence des travaux. On promeut des attitudes, des développements durables en Europe. Il y a 2, disons, unités ou départements qui travaillent en la matière. Éducation aux langues, ça, ce sont les politiques linguistiques à Strasbourg. Et il y a le CELV ici en Autriche, à Graz. Et juste pour vous expliquer très brièvement les rôles respectifs des 2 instances, à Strasbourg, on met l'éducation aux langues à l'ordre du jour politique. Là, on a l'organe décisionnel du Conseil de l'Europe également, le comité des ministres qui, lui, prend acte des développements en éducation aux langues pour les développements futurs, pour une culture de la démocratie. Ici, à Graz, nous travaillons à la croisée des politiques, de la recherche, de la formation des enseignants et de la pratique. Dès le début, donc, vous voyez que c'est peut-être un cadre plutôt informel où on donne la bienvenue à des praticiens, à des enseignants de langue, à des chercheurs et également aux décideurs politiques. Le CELV est une plateforme pour les discussions pour soutenir la mise en œuvre des politiques linguistiques. Ces 2 unités ne travaillent pas, disons, en isolement, mais il y a en fait un document assez récent, une recommandation de l'organe décisionnel, donc le comité des ministres. C'est une recommandation à l'intention des États membres sur l'importance de l'éducation plurilingue et interculturelle pour une culture de la démocratie. Et là, il s'agit vraiment d'un document de référence pour le prochain programme du CELV, le programme 2024 à 2027. Et c'est un excellent document de référence qui montre très bien l'interaction des 2 unités mentionnées. Ici, juste une vue d'ensemble des processus qu'on connaît avant, pendant et après un projet. C'est une échelle, disons, une échelle pour nos experts qui s'investissent dans des projets
sur la base d'une collaboration d'experts au niveau européen. On développe des documents, des outils, des ressources qui après sont présentés aux participants lors de nos ateliers. À nos ateliers, on invite des participants nommés par les États membres et on se penche très scrupuleusement sur les matériels proposés. On les analyse et on donne un retour aux équipes de projet. Le résultat de ce processus, on prépare, publie donc au site internet du CEB et on soutient la diffusion de tel matériel grâce à notre comité de direction et aux autres parties prenantes. Et ensuite, il y a une autre étape de cette échelle, et ça, c'est une option qui est assez recherchée et populaire parmi nos États membres. Ça s'appelle formation et conseil. Et là, ces activités de FEC, là, on envoie des équipes qui se rendent dans les États membres et offrent des ateliers de formation dans les États membres. Ici, l'exemple de Christine Lechner, qui, avec une collègue, s'est rendue en Arménie. Et l'Arménie a demandé donc du soutien pour de la recherche-action. Il y a eu donc tel atelier, vous le voyez ici, en Arménie. Donc ça, c'est la brève synthèse des projets qu'on envisage et qu'on soutient, même quand les projets sont déjà achevés et que les publications sont déjà disponibles au site Internet. On soutient la diffusion donc des résultats dans ces activités de formation et de conseil. Ici, très brièvement, quelques mots-clés qui illustrent les thèmes identifiés comme prioritaires dans les États membres. On a eu une enquête de grande envergure et ce sont juste quelques éléments, quelques mots-clés qui tous sont liés à certains documents de référence comme le CECR et son volume complémentaire ou les recommandations sur l'éducation plurilingue et interculturelle ou autres documents de référence, le cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie. Les thèmes donc qu'on offre sont entrelacés, se chevauchent d'une certaine manière, mais sont également de grandes thématiques horizontales. Et je voudrais souligner également que tous les thèmes et tous les projets proposés devraient être très clairement liés à des publications existantes, à des projets existants. Donc, c'est important de regarder notre site Internet pour étudier les domaines thématiques et programmes où le CELB a déjà investi ses travaux. Ici, quelques exemples de tels thèmes. Je vous montre ici la liste des principales priorités dans les États membres. C'est un extrait du site Internet. Vous connaîtrez donc les 4 premiers exemples des thèmes. Je ne vais pas entrer en détail là. Vous pourrez certainement rebondir sur certaines thématiques dans la seconde moitié de cet atelier, mais ceci juste pour vous montrer qu'en fait, les thèmes sont toujours assez larges et les projets, eux, doivent être beaucoup plus spécifiques, doivent se concentrer sur un groupe cible bien clair et défini. Ici, je voudrais en enchaîner avec le formulaire de proposition de projet. Ça existe également au site Internet et d'ici quelques jours, ça sera également téléchargeable. Et là, vous pourrez soumettre vos informations, les enregistrer, après les envoyer au CELB. Je voudrais peut-être juste vous détailler certains
certaines étapes clés qui sont importantes quand on développe une proposition de projet. Tout d'abord, choisir un thème. C'est évident, on penserait, mais pourquoi votre projet est-il nécessaire? Il faut se poser cette question. Et là, vous voyez dans quel domaine vous aimeriez travailler. Quels sont les besoins? Quels sont les besoins exacts? Est-ce que c'est un outil de formation de maître? Est-ce que c'est un outil de collaboration où on travaille avec d'autres sur place? Est-ce que c'est une recommandation curriculaire ou est-ce que c'est du matériel pour le travail en classe? Et qui sont les destinataires? Ça, c'est en fait important. Et ces questions sont en fait importantes et il s'agit là des étapes clés à retenir et les réponses sont importantes et on les trouvera après avoir soumis la proposition et avoir donc rempli le formulaire. Voilà la fin de ma vue d'ensemble et sur ceci, je passe la parole à Marisa Cavalli, consultante du CELB. Après elle, ça sera David Newby et Marisa, elle parlera des caractéristiques principales d'un projet. Marisa, à toi la parole. Alors, sur cette image, vous voyez, et sur cette diapo, vous voyez qu'il y a également une réunion collective de divers pays, des représentants de divers pays membres, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et enfin, un événement plus petit, une réunion d'experts, élargie toutefois à la présence du consultant. Vous me voyez là avec ces personnes-là. Nos sourires ne disent pas la fatigue que nous avions dans nos corps au moment où nous étions en train de travailler. Je suis consultante au programme. J'ai participé d'abord en tant que membre d'un team et j'ai fait lors du programme 2008-2011 et j'ai déjà suivi 3 programmes du CLV. On peut avancer. Là, c'est le plan. Je vais d'abord vous parler de comment constituer et gérer une équipe, comment organiser un projet et ce que vous pouvez attendre du ou de la consultante. Alors, je vais d'abord vous parler de comment une équipe est composée. Vous avez déjà entendu, il s'agit de 4 membres, mais chaque membre a un rôle de type différent. Il y a le coordinateur, bien évidemment, qui est le responsable du projet vis-à-vis du CLV. Il y a un responsable, la correspondante du site, qui est la personne qui mettra en ligne les divers documents. Et il y a une documentaliste de la deuxième langue qui doit pourvoir à la version dans une deuxième langue par rapport aux divers documents. Et enfin, une responsable de la communication qui doit essayer de diffuser le plus d'informations possible par rapport au projet et éventuellement avec les autres projets. Il y a également la possibilité d'avoir des partenaires associés. Parmi les personnes que vous connaissez, vous pourriez essayer de vérifier qu'il y ait des ressources que vous pouvez activer. Les partenaires ne sont pas financés par le CLV. Alors, la première chose que vous devriez faire, c'est de vérifier s'il vous est possible d'assumer la charge de travail requise en termes d'heures. Je vous rappelle que pour la coordination, il faut penser à 20-25 heures par mois, plus ou moins, bien qu'il y ait beaucoup de différences entre une période et une autre du projet ou entre un projet et un autre. Les autres membres de l'équipe doivent essayer d'avoir 10-15 heures à la disposition du groupe, du team. Il faut que vous vérifiez aussi, et ça c'est très important parce que nous ne le disions pas auparavant, de faire voir si
vous pouvez faire rentrer ces heures dans votre travail institutionnel. Vous travaillez pour votre institution aussi, vous lui donnez une certaine renommée internationale. Il est toujours possible de négocier. Alors, comment trouver des membres de l'équipe? Alors, vous pouvez bien entendu voir autour de vous, mais autour de vous, ça veut dire au niveau de l'Europe, qui solliciter pour tout cela. Et sinon, si vraiment vous êtes à court d'idées, vous pouvez aller sur le site du CLV et dans la section États membres, vous cliquez sur un pays et vous avez là l'ensemble des personnes que vous pouvez contacter. Il y a également des experts qui peuvent contribuer à votre projet. Comment gérer les langues dans l'équipe? Vous savez que le projet doit avoir 2 langues, l'une obligatoire, l'anglais, et l'autre langue doit être le français ou l'allemand. Sachez qu'il y a des gens qui ont réussi à faire des projets vraiment très lourds dans ces 3 langues. Alors, ces langues-là, dans l'une est la langue prépondérante, la première langue que vous utilisez, la deuxième est la seconde langue dans laquelle tous les produits doivent être donnés. Vous avez vu que dans le formulaire, on demande également quelles autres langues vous avez, parce que ces langues-là pourraient être utiles dans des travaux. Comment se construire comme équipe? Eh bien, j'ai choisi de vous dire des mots-clés qui, à mon avis, font une bonne équipe. Se sentir tous responsables du projet que l'on porte ensemble, bien que le représentant, le coordinateur soit l'interface entre le CLV et le team. Coopération, travail ensemble, commun. Mais coopération signifie également coopération avec des experts d'autres pays membres, négociation avec eux des contenus, des outils que vous entendez proposer. Confiance réciproque, solidarité, des réunions périodiques, là c'est un petit conseil que je vous donne, des réunions périodiques, outre la séance d'experts annuelle où vous avez la possibilité vraiment de travailler et de négocier. Sachez que les rôles des membres d'équipe n'est pas un rôle fixe, c'est-à-dire s'il y a nécessité que tout le monde travaille sur les 2 langues, il faudrait que qui a ces compétences-là puisse aider la responsable en langue. Et donc, toujours voir les besoins de l'équipe, les difficultés, parce qu'il y en a toujours, ça peut être des questions de vie, des questions organisationnelles, mais c'est important de pouvoir à tout cela. J'ai vu que j'ai terminé déjà mon temps, mais il y a encore 2 diapos très importantes. Vous me concédez la possibilité de voir cela très rapidement, choisir un plan d'action. Nous allons y revenir à la 2e diapo. Le mettre en œuvre, comme je l'ai dit, dans la coopération à l'intérieur de l'équipe et dans la négociation, la coopération et la collaboration avec les États membres à travers divers événements que je vais vous illustrer tout à l'heure. Tout au long du processus, il faut documenter les actions que vous mettez en œuvre, les produits que vous êtes en train de produire et le processus. Et naturellement, essayez tout le temps d'évaluer, d'essayer de rééquilibrer les déséquilibres qui peuvent se créer sur les contenus, sur les processus, etc. Et naturellement, cet accent sur le concret qu'il faut que dont vous teniez absolument compte, c'est-à-dire pensez aux destinataires et pensez à des produits concrets réels qu'il vous est possible de produire. Voilà.
Et enfin, venons-en à ces fameux événements. Donc, je vous ai déjà dit quelque chose des experts meetings. Il y a une réunion qui est fondamentale. Là, j'ai pris l'exemple le plus complexe, c'est celui des projets de 4 années. C'est la réunion de réseau, le network meeting, qui réunit tous les pays membres. Vous voyez, c'est proposé à la 2e année, vers le début du projet, quand le projet commence à prendre forme, et c'est pour attirer l'attention des pays membres sur ce projet, pour qu'ils conseillent des changements éventuels d'orientation dans le projet, qu'ils conseillent des experts ou des projets déjà. Je dois terminer? Non, ça va. Ça va. Et enfin, la réunion d'atelier qui peut être une partie composée d'experts de la première réunion de réseau et qui pourrait être utile pour vous. Sachez qu'il y a également la possibilité de faire des webinaires outre ces événements, c'est-à-dire des événements plus ponctuels au début du projet pour lancer l'appel à candidature éventuellement pour les événements, mais également pour aider dans le projet. Je vous conseille vraiment de regarder attentivement les divers documents qui vous ont été proposés. Je crois que j'ai encore une diapo. On va voir si... Oui, on va parler de moi, mais je vais de moi et de David et de moi très rapidement. On me demande d'avoir une expertise dans le domaine de langue. Je suis moi, experte dans l'éducation bilingue et surtout dans la dimension construction de connaissances dans deux langues. J'ai, comme David, 2 rôles. J'ai une responsabilité envers les équipes, une grande responsabilité qui est celle de les soutenir, de les aider, d'être utile à leur travail, de leur amener les connaissances que je peux avoir ou ne pas avoir, parce que parfois, il y a des thématiques dans le domaine des langues sur lesquelles les 2 experts peuvent ne pas être, les 2 consultants peuvent ne pas avoir une immense, expertise. Je suis une interface entre les équipes et le CLV. Nous avons la fonction d'assurer ce lien entre le CLV et les équipes, d'offrir donc tout le soutien possible, critique sur avis sur les plans, lecture des textes, assister à des événements et assurer assurer la qualité des projets. Alors, je voulais seulement vous conseiller de marquer les documents importants pour vous, l'appel à proposition, le formulaire de proposition, le site. J'avais mis dans toutes les diapos l'adresse du site et après l'appel direct au CLV. Je dois maintenant, pardonnez-moi, toute la hâte de cette présentation, je dois introduire Maria Statopoulou et je le fais avec grand plaisir. Maria est une chercheure, elle est grecque. Elle a écrit en 2015 un livre sur la médiation, Cross Language Mediation in Foreign Language et Teaching and Testing, en 2015 auprès de Multilingual Matters. Elle a coopéré à l'élaboration du volume complémentaire et elle est actuellement auprès du CLV la coordinatrice d'un projet sur la médiation dans l'enseignement, dans l'apprentissage et dans l'évaluation. La parole à toi, Maria. Pardonnez-moi vraiment de tous les incidents techniques que j'ai causés. Thank you very much, Marisa, for this introduction. Can you see my screen? No. Yes, merci beaucoup, Marisa. Voici mon écran, merci. Merci bien, donc. Merci également à toi, Susanna, pour cette vue d'ensemble. C'est un grand honneur et plaisir pour moi de participer à cet événement très intéressant et important. Pour parler brièvement de mon expérience en tant que coordinatrice d'un projet du CELV. Pour moi, cette expérience, c'est comme un voyage, je dirais.
Et un voyage ne porte pas uniquement sur le A à B, mais c'est également un long processus qui parfois est difficile avec beaucoup d'éléments personnels qui entrent en jeu. Dans cette présentation, je voudrais brièvement vous parler de la phase de mise en œuvre, disons. On postule et après il y a certaines étapes qui sont détaillées ici. Très brièvement, on voit là les résultats, on voit des points forts, on parlera des défis également et de nos sentiments pendant le processus. Le voyage a commencé par la soumission de projet. METLA, Mediation in Teaching, Learning and Assessment est le nom de notre projet. Médiation dans l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. En 2019, après l'acceptation de la proposition, l'équipe du CELB nous a accueillis à Graz et nous a présenté la vue d'ensemble du programme du CELB et nous a également offert du soutien pour organiser nos travaux avec des tuyaux et suggestions bien utiles en ce qui concerne l'organisation d'un projet. Et cette réunion était très, très utile parce qu'on a reçu une certaine orientation à travers ce processus. Plus tard, en 2021, c'était un grand défi, pas uniquement pour nous, mais pour tout le monde, parce que c'était la principale année, disons, de la pandémie. On a dû adapter nos plans et on a eu des réunions en ligne, réunions virtuelles donc, grâce à des outils numériques nouveaux. On a dû se familiariser avec ces outils. On a eu la première réunion d'experts. Cette année-là, on a eu la réunion d'experts et de réseau. Et pendant une année, on a coopéré beaucoup avec les praticiens et les enseignants. Et ceci, bien évidemment, pour obtenir les premières ébauches de résultats. Je vous en parlerai dans un instant. Ici, juste une toute première idée en ce qui concerne l'emploi du temps. Donc, en 2021, c'était une année bien importante et décisive pour nous parce qu'on a organisé notre atelier, l'atelier central, et c'était le premier atelier organisé à distance, donc en ligne, le premier pour le CELB. Et au fil de cette année-là, on a également décidé de participer à des conférences et à des événements de formation en ligne également. Mais c'était une bonne occasion pour nous pour obtenir un certain retour d'informations pour également présenter les premiers résultats. Comme cela, on a eu de premières réactions en provenance des praticiens et enseignants qui étaient intéressés par notre projet. Ensuite, en 2022, dernière année du projet, on s'est concentré sur la finalisation de nos résultats pour mettre tout sur site et ainsi de suite. Ici, juste quelques mots sur les principales considérations lors de l'élaboration de la proposition. En ce qui concerne le processus de soumission, la proposition nous est parvenue après de la recherche en matière de médiation. Recherche de plusieurs années en Grèce, à l'université d'Athènes, où j'ai fait mon doctorat. Et là, on s'est concentré sur ce domaine. C'était pas trop difficile de choisir
Le sujet, c'était donc la médiation, donc aucune difficulté pour nous là. Ensuite, on a dû voir quelle était la finalité du projet, quelle était l'idée, pourquoi soumettre, pourquoi préparer un tel projet. Telle était la question numéro 2. Quels sont les objectifs du projet? Et la troisième question est très importante également. Quels sont les groupes cibles? Ensuite, quel type de matériel serait-il utile? Et la toute dernière réflexion, qui sera mon équipe? Ça, c'est une question qu'on discutera plus tard avec David dans les groupes. Après notre départ de Graz en novembre 2019, juste après la première réunion des coordinateurs, j'ai regardé en arrière et senti que ce nouveau voyage qui était sur le point de commencer serait une merveilleuse occasion d'acquérir des connaissances, de travailler en collaboration et de partager des expériences en vue d'un objectif commun. Et même la pandémie était un obstacle tel que le projet n'ait pas pu être continué. J'ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec des personnes formidables et on a exploré les possibilités du nouvel environnement numérique et le personnel du CELV, lui, a toujours soutenu nos idées. Un grand merci pour cela. Maintenant, juste un survol de notre projet. Ici, notre équipe, 4 coéquipières à gauche et les partenaires associés à droite. 6 pays européens sont représentés. Il y a également un dépliant du projet. Ça se trouve sur Facebook et également, évidemment, au site officiel du CELV. Les langues de travail étaient l'anglais et le français. Donc, tout ce qu'on a traduit en anglais a été traduit en français également. Et ce qui est très intéressant, concernant les projets du CELV, on a une équipe avec laquelle on travaille, mais après, on élargit le réseau. On travaille avec de plus en plus de gens à travers l'Europe. On partage et on adapte les matériels et comme cela, on développe d'autres liens importants. Avant de terminer cette présentation ici, les résultats de notre projet mettent là. Tout d'abord, l'idée, c'était de développer un guide pédagogique pour les enseignants de langues étrangères du primaire et du secondaire, souhaitant inclure la médiation interlinguistique dans leur pratique pédagogique. Ceci, on l'a fait pendant la première année du projet. Là, on a inclus des informations sur la théorie et la pratique de la médiation, des exemples de tâches de médiation de différentes langues sur la base du volume complémentaire du CECR et quelques idées et conseils et suggestions pour la différenciation selon les contextes. Ceci pour faciliter l'emploi des matériels selon les contextes et par les enseignants. Dans la deuxième année, on s'est concentré sur une base de données. On a créé un dépôt ou une base de données numérique avec plusieurs tâches de médiation en différentes langues pour des contextes éducatifs et niveaux de compétences tout à fait divers. Et après, on a mis en place un site Internet de ressources. Les utilisateurs peuvent tout télécharger et il y a des idées supplémentaires pour expliquer comment on peut mettre en œuvre la médiation en pratique. Et telle était la motivation
pour les utilisateurs. On a les données de recherche, mais les enseignants doivent savoir plus de la médiation et de sa mise en œuvre dans leurs classes respectives. Ici, très brièvement, les principales caractéristiques. First of all, for instance, Tout mediation d'abord, tasks, les activités de médiation et les matériels pour elles sont authentiques, sont multimodaux. On a des infographies et des visuels. Tout est centré sur l'apprenant. On a introduit une variété de tâches pour des styles différents d'apprentissage. Le format devrait être attrayant et convivial pour les lecteurs. En ce qui concerne certains éléments de réussite, ici, on en voit quelques-uns. On a eu un plan bien clair dès le début, un plan d'action. On savait ce qu'on voulait faire et comment. Et on connaissait également très bien l'emploi du temps et le calendrier. Un tel plan est très important dès le début. Et on a également eu des réunions régulières. En ligne, ça marchait très bien avec nous également. Et il y a eu également beaucoup d'événements, beaucoup de conférences auxquelles on a participé pour obtenir un retour d'informations à nos universités et dans nos contextes, on a organisé également des sessions de pilotage avec des enseignants qui, eux, ont piloté et évalué nos matériels. Comme cela, on a eu toutes sortes de questionnaires et de réponses. On a utilisé des outils numériques dans notre projet. Autre aspect important, on a eu un plan de diffusion également dès le départ. Et on était toujours en liaison avec des collaborateurs dans toute l'Europe, experts en médiation, experts qui travaillent en matière des aspects qui sont les nôtres, ceux du projet également. Et ceci dit, je tiens à remercier tous et toutes dans mon équipe et également notre consultant de projet, David Newby. Et c'est tout ce que j'ai voulu vous dire. Et à la fin, il y aura des questions et réponses. Et si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez surtout pas. Et sur ceci, je m'en arrête là et je passerai la parole maintenant à David Newby, le prochain orateur. David, consultant du CELV. À toi la parole, David. Thank you very much, Maria. Merci beaucoup, Maria. And I assume et je pense que vous pourrez maintenant voir mon écran dans ma présentation. Est-ce que c'est une bonne hypothèse? Oui, tout à fait. Super. Tout d'abord, un excellent après-midi. Un grand merci à Mattea pour sa très bonne présentation et son projet. Maria nous a expliqué très clairement de quoi il s'agit et le projet de Maria est un très bon exemple et comme elle l'a dit, les circonstances, elles, étaient très difficiles parce qu'ils n'ont jamais eu une réunion ou un événement ici à Graz à cause de la pandémie. Donc, ceci était vraiment un cas de figure particulier. Et l'atelier central en ligne était un peu difficile à organiser, mais a connu une grande réussite également. Maintenant, j'aurai environ 10 minutes pour parler de certains éléments qui pourraient contribuer au succès d'une proposition de projet. On pourrait dire un des
indicateurs de qualité, on pourrait parler de certains critères qu'on utilisera dans ce processus de sélection. Et vous aurez de plus amples informations sur les critères de sélection à la page 19 de la brochure de l'appel à proposition. Ceux maintenant qui nous écoutent seront probablement dans des phases tout à fait différentes. Certaines propositions peut-être sont déjà presque achevées et on connaît très bien déjà la structure du projet. C'était également le cas de figure quand Maria avait soumis sa proposition il y a 4 ans. D'autres ont peut-être une bonne idée de la thématique qu'ils aimeraient étudier, tandis que les détails du projet ne sont pas encore bien concrets. Comme vous l'aurez vu dans le formulaire de soumission, on a besoin de certaines informations spécifiques pour évaluer un projet. Donc, nous espérons que ce webinaire et les infos dans la brochure de l'appel vous aideront à développer votre projet et pour développer une bonne structure également de votre projet. Et qu'est-ce que je dis maintenant pour ceux qui écoutent en français? J'ai pas un bon jeu de mots là. Voilà. Mais quand même, ici, quelques-uns des éléments qui sont les critères pour évaluer vos projets soumis. Tout d'abord, le coordinateur ou la coordinatrice. Comme Susanna l'a déjà dit très clairement, on doit avoir de l'expertise et expérience professionnelle. On travaillera peut-être déjà, on aura déjà travaillé dans la thématique choisie, on aura déjà pris des initiatives, on aura peut-être publié des articles ou fourni des présentations ou participé peut-être à des projets locaux en la matière. Deuxièmement, on travaille peut-être déjà dans des réseaux importants, locaux, régionaux, peut-être même internationaux, associations d'enseignants peut-être, ou on aura peut-être participé à des conférences internationales par rapport à ce sujet. Troisièmement, la gestion. On doit, par exemple, faire preuve d'une certaine expérience de gestion, par exemple, l'organisation d'ateliers pour enseignants ou un rôle actif dans des projets locaux, parce que on coordonnera quand même une équipe internationale, on organisera un atelier international avec une trentaine de participants internationaux. On organisera des ressources et ainsi de suite. Ici, quelques mots sur l'équipe de projet. Marisa et Maria ont déjà fourni des infos de détail en la matière, donc ici, juste un ou deux éléments. Tout d'abord, les coéquipiers qu'on retient doivent être compétents professionnellement parlant et le résultat doit être très, très clairement défini. Quel est le rôle d'un coéquipier? Est-ce que c'est un rôle actif pendant toutes les phases d'un projet? Ça peut être quelque chose de bien exigeant. On travaillera en étroite collaboration avec cette équipe pendant 3 ou 4 années. Donc, dans un monde idéal, ce sont des gens avec lesquels on a déjà eu des contacts professionnels ou dont vous connaissez, par exemple, les travaux ou publications. Par exemple, vous connaîtrez leur présentation, vous aurez lu leurs articles. Mais puisqu'il s'agit d'une équipe de plusieurs pays, c'est pas tout à fait possible dans tous les cas. Et comme on l'a dit, quand on a besoin de coéquipiers, le CELV pourra toujours vous soumettre des suggestions et on en parlera dans les travaux en groupe plus tard. Ensuite, le thème de projet. Susanna a déjà effleuré ce point. Les pages 11 à 13 de la brochure vous donneront des détails de ceci. Là, on voit les thèmes prioritaires dans les États membres grâce à une large enquête entamée par le CLV. Comme Susanna l'a dit, ceci représente, disons, le grand cadre. Il y a certains projets qu'on a déjà eus, les 1000 par exemple, ou l'évaluation, tandis que d'autres sont plutôt nouveaux, comme les compétences transversales ou 21st Century Skills.
ou un sujet tout à fait récent, l'intelligence artificielle. Votre sujet, votre projet donc devrait rentrer dans ces catégories et avoir une finalité précise. Par exemple, quand on pense aux aptitudes pour le 21e siècle, on doit définir exactement de quelles aptitudes ou compétences transversales on veut parler. En plus, le sujet devrait être novateur. Par exemple, un aspect qui n'a pas encore été creusé en détail suffisant. Par exemple, lors de programmes passés du CELV, ou peut-être quelqu'un qui reprend des besoins spécifiques du groupe cible identifié. C'est utile de consulter les projets précédents et actuels du CELV pour voir quels sujets ont déjà été couverts. On trouvera des liens entre les thématiques et entre le CELV et les ressources du Conseil de l'Europe dans l'annexe à la brochure de l'appel. Ensuite, on en arrive au groupe cible, singulier ou pluriel. Dans l'appel, il y a 3 dites orientations. Tout d'abord, la mise en œuvre de politiques. C'est peut-être l'aspect le plus important quand on couvre certains aspects du développement curriculaire ou formation d'enseignants en langue ou pratique de l'apprentissage et de l'enseignement. Et comme Susanne l'a dit, on devrait dire que votre projet pourrait peut-être inclure d'autres groupes segments, par exemple, éducation de maître plus travail pratique en classe. L'importance de la catégorie, c'est qu'elle déterminera le genre de résultat de votre projet. On en reparlera dans un instant. Ensuite, on a cette question de la conformité aux valeurs du Conseil de l'Europe. Très clairement, puisque le CELV est une institution du Conseil de l'Europe, on doit se familiariser avec leurs principales ressources comme le CECR, avec son volume complémentaire et ainsi de suite. Et pour citer la brochure, il y aura plusieurs principes sous-jacents qui puisent dans la recommandation du Conseil de l'Europe sur l'importance de l'éducation interculturelle et plurielle pour une culture de la démocratie. Tels principes sont listés à la page 15 du formulaire de soumission. Et là, vous trouverez également le lien à telle recommandation. On devrait rajouter que ces principes ne sont pas des principes du Conseil de l'Europe uniquement, ce sont des valeurs qui ont toujours être présentes en autonomie de l'apprenant ou des approches axées sur l'apprenant ou sur la réflexion critique et la variété culturelle. Partie 3 du formulaire, là, vous devrez indiquer comment votre projet est en ligne avec les recommandations du Conseil de l'Europe. Là, un tuyau personnel. Ces catégories ne sont pas uniquement une liste de vérification quantitative, mais on devrait vérifier exactement comment votre projet est lié à certains principes et on devrait le dire très clairement dans votre soumission. Ensuite, on en arrive à une catégorie bien importante, les résultats des projets. C'est la dernière catégorie dont j'aimerais parler. C'est une catégorie d'importance primordiale parce que les résultats, vous les présenterez au groupe cible de votre projet. Après votre projet, la réussite de votre projet dépendra très largement de l'importance et de la qualité de tels résultats. Et l'un des aspects attrayants d'un projet du CELV, c'est que les résultats seront disponibles au site Internet du CELV, donc accessibles à un public mondial. Ceux qui travaillent dans le monde universitaire où normalement on publie quelque chose dans des gazettes que personne ne lit jamais, ça, là,
il y a là un grand avantage. Mais je rajoute que je parle là de mes propres publications, peut-être pas des vôtres. Et donc, on aura tout en ligne et pas de version de papier, ce qui également a une incidence sur le format. Au passé, on a étudié beaucoup de formats, par exemple des textes PDF qui parlaient des aspects théoriques ou banques de données de matériel ou vidéos pour l'emploi en éducation de maîtres ou des modèles à utiliser, des lignes directrices pour la mise en œuvre des approches novatrices et ainsi de suite. C'est utile de regarder le site Internet pour voir les projets précédents et actuels, pour avoir des idées sur les résultats potentiels. Ce qui est essentiel, c'est que les résultats envisagés cadrent bien avec les besoins des groupes cibles identifiés. Par exemple, si vous travaillez pour les enseignants, eux, ils ont peut-être des besoins tout autres que ceux de la communauté scientifique et on doit les aborder dans les publications et dans les résultats. Les enseignants de classe, eux, ils veulent des infos sur la mise en œuvre pratique de vos résultats. Et c'est certainement très important, mais eux, ils ne veulent pas une analyse bibliographique détaillée de tous les travaux de référence et ils ne veulent pas trop de terminologie qui n'est pas directement importante pour eux. À la fin, juste un ou deux commentaires. On devrait voir dans votre formulaire de soumission que vous avez une claire vision de la thématique, de l'organisation et de la structure de votre projet et avant tout de la valeur ajoutée de votre projet par